faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Bigger, bolder, faster. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation à échanger avec vous aujourd'hui sur l'apnée du sommeil. Donc je m'appelle Mathieu Berger, je suis maître de conférence en STAPS et je suis aussi physiologiste du sommeil puisque mes travaux de recherche portent sur le sommeil. Pour commencer cette conférence, je vous propose qu'on s'immerge un petit peu dans l'apnée et que l'on essaye de ressentir un peu ce qui se passe au niveau de notre organisme lorsque l'on fait une apnée. Donc ce que je vais vous demander, c'est pendant quelques secondes d'arrêter de respirer. Et puis quand vous serez plus capable et que vous aurez besoin de reprendre de l'air, je vous inviterai à lever la main. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti. J'en ai encore qui sont encore en apnée et qui tiennent le coup, c'est bien. Allez, je vous propose qu'on s'arrête là. Les meilleurs ont tenu 45 secondes. Les premiers se sont arrêtés au bout d'une vingtaine de secondes. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti un petit peu au niveau de votre corps ? Après ou pendant ? Normalement, on ressent une augmentation de sa respiration au moment de reprendre son souffle. On sent aussi son cœur qui palpite un petit peu plus. Il s'accélère pendant quelques secondes. Ceci témoigne d'un stress, finalement. Un stress pour l'organisme. Le fait d'arrêter de respirer, eh bien, il y a des phénomènes compensatoires qui se mettent en place pour reprendre sa respiration et pour réoxygéner le corps. Parce que pendant les quelques instants où vous avez arrêté de respirer, votre corps n'avait plus d'apport en oxygène comme il en a habituellement. Ce que l'on vient de faire actuellement à l'état d'éveil, c'est ce qu'il peut se passer en conditions de sommeil chez des personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Là, on a fait quelques dizaines de secondes et ces événements vont se répéter plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois par nuit chez les patients qui souffrent d'apnée du sommeil, suivant les formes de sévérité. Voici une personne qui souffre d'apnée du sommeil, qui a fait un bilan dans un centre du sommeil. Vous avez des ronflements, une respiration qui est haletante, et ce monsieur s'arrête de respirer pendant son sommeil. Ce monsieur est endormi là. Ça paraît long, on a envie de le réveiller. Vous voyez qu'il y a des mouvements au niveau de son ventre, de son abdomen, pour lutter contre cette apnée du sommeil et reprendre la respiration. Vous voyez, à la suite d'une apnée du sommeil, il y a une reprise respiratoire, souvent associée à des ronflements. Et ce monsieur, vous voyez qu'il reprend pendant quelques secondes et il repart sur une période d'apnée. Dans les formes les plus sévères, il peut y avoir autant d'apnée du sommeil que de périodes où la personne va respirer normalement au cours de la nuit. Donc imaginez un petit peu le stress qu'il peut y avoir pour l'organisme. On parle d'apnée obstructive du sommeil le plus souvent. Il existe aussi des apnées centrales dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais dans le cadre de l'apnée, comme vous avez eu sur la vidéo précédente, il s'agit d'apnée obstructive.
L'obstruction, elle se passe au niveau des voies aériennes supérieures, au niveau du pharynx. Vous avez ici une petite illustration. Lorsque vous respirez, normalement, le pharynx, qui est ce tuyau qui permet d'amener l'air jusqu'au poumon et jusqu'à l'organisme, eh bien, par moment, pour certaines raisons dont on discutera, eh bien, ce tuyau va s'affaisser. Vous voyez, en rouge est représenté le muscle de la langue qui va tomber au fond et qui va favoriser ce que l'on appelle une obstruction, un arrêt de la respiration. On parle d'apnée du sommeil, mais en réalité, il y a des apnées et des hypopnées. Les apnées sont un arrêt total de la respiration pendant au moins 10 secondes. Et les hypopnées, eh bien, c'est une réduction du débit ventilatoire par rapport à la normale d'au moins 30% et pendant au moins 10 secondes. Pour que l'on qualifie une hypopnée, il faut également qu'il y ait une chute du taux d'oxygène dans le sang, ce que l'on appelle une désaturation en oxygène, que l'on mesure avec un saturomètre. Donc, ce rétrécissement ou ce collapsus du pharynx, il parvient malgré des efforts inspiratoires. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, la personne, elle essaye vraiment de lutter contre cette obstruction pour réouvrir les voies aériennes. Ça ne marche pas dans les premières secondes, mais à terme, vous voyez quand même qu'il y a un mécanisme. Heureusement, l'organisme est capable de réguler et de reprendre la respiration. Ce qui explique cette apnée du sommeil, c'est en partie le fait que notre système respiratoire est un des systèmes les plus vulnérables au cours du sommeil. La raison principale, c'est que notre pharynx, en fait, est un tissu mou. Et que ce tissu mou, à l'état d'éveil, il est maintenu par des haubans. Et ces haubans, ce sont des muscles. Lorsque l'on va dormir, on va avoir une mise au repos du système respiratoire et on a également une mise au repos du système musculaire. En conséquence, notre système devient plus vulnérable, moins réactif à un stress, ce qui peut favoriser l'obstruction. Le cas le plus typique, c'est la position dorsale, parce que sur le dos, qu'est-ce qui se passe? On a la gravité qui vient en plus accentuer l'obstruction, parce que notre langue va tomber plus facilement au fond de la gorge et favoriser l'obstruction. Donc il y a différents niveaux d'obstruction. Le ronflement est déjà un premier niveau d'obstruction des voies aériennes supérieures, un blocage partiel avec la luette au fond qui va provoquer des vibrations et qui sont assez caractéristiques de ces ronflements. Dans le cadre de l'apnée du sommeil, on l'a dit, la photo de droite, vous avez une obstruction complète des voies aériennes supérieures. Ces apnées du sommeil, il y a 20-30 ans, on disait que ça touchait 2 à 4% de la population. Et puis, il y a maintenant presque 10 ans, on a des collègues suisses qui ont sorti une étude qui avait fait un peu de bruit parce qu'ils disaient en fait c'est beaucoup plus. Ils avaient enregistré plus de 2000 personnes de la population de Lausanne en Suisse, donc une population qui n'est pas si loin de nous, 3 heures de route, avec des caractéristiques assez proches. Des sujets de 40 à 80 ans, je vous le disais, et lorsqu'on les enregistre, une population générale qui, a priori, ne souffre pas de troubles du sommeil en particulier, et bien en réalité, il y avait près d'un homme sur 2 qui avait de l'apnée du sommeil dans les formes modérées, et une femme sur 3 qui avait des formes modérées à sévères d'apnée du sommeil. Donc en fait, ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté scientifique, dans la communauté médicale, en se disant mais au juste, est-ce qu'on est vraiment sûr que ces seuils soient adaptés? Eh bien, on discutera après des conséquences de l'apnée du sommeil, mais en tous les cas, vous vous rappelez que cette apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est très fréquent. Probablement que dans les années 90, on n'avait pas assez d'enregistrements disponibles et de méthodes d'analyse. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi aujourd'hui, dans votre entourage, vous connaissez probablement tous une ou deux personnes qui est traitée pour l'apnée du sommeil. Donc on parle d'apnée du sommeil, en réalité il y a aussi beaucoup d'hypopnées. Vous le voyez ici, la proportion, 14%
d'apnée obstructive dans cette cohorte, et puis 80% d'hypopnée. Les apnées centrales représentent une minorité, en général autour de 5% d'événements. Ces apnées centrales, en fait, c'est un défaut au niveau de la commande centrale, au niveau de notre cerveau qui dysfonctionne, mais c'est beaucoup plus rare. La plupart du temps, c'est une obstruction. Alors vous allez me dire, mais comment on sait si on souffre d'apnée du sommeil? Eh bien, on se base avant tout sur des symptômes. Il y a des symptômes nocturnes et des symptômes diurnes. Les symptômes nocturnes, c'est une personne qui ronfle. Alors vous allez me dire, je ronfle, est-ce que je fais de l'apnée? Pas systématiquement, mais quand même, des personnes qui font de l'apnée du sommeil sont souvent des personnes qui ronflent également, notamment au niveau de la reprise ventilatoire qu'on a vu tout à l'heure. Un symptôme qui fonctionne très bien aussi, c'est les pauses respiratoires qui sont perçues par l'entourage. Lorsque votre conjoint ou votre compagne vous dit j'ai l'impression que tu arrêtes de respirer la nuit, nous on sait que c'est assez bien corrélé en médecine du sommeil à des pauses respiratoires réelles lorsque l'on fait un enregistrement. Il peut y avoir aussi des réveils avec l'impression d'étouffer, qui sont assez typiques, et puis le besoin d'aller uriner la nuit, plusieurs fois par nuit, ça peut être assez typique aussi, lié en partie au stress que vous créez au niveau de l'organisme et au besoin d'évacuer les déchets métaboliques. Au cours de la journée, vous imaginez bien que si votre sommeil, eh bien, il n'est pas reposant, ça va avoir des répercussions. Et la première répercussion la plus importante, c'est ce que l'on appelle la somnolence diurne. Cette somnolence, c'est le besoin irrépressible de s'endormir alors même que l'on a passé une nuit de sommeil plutôt normale. Ce qui est assez caractéristique aussi, c'est les personnes qui ont l'impression d'être fatiguées dès le matin, dès le réveil, l'impression de ne pas avoir dormi ou mal dormi. Et ça va être associé à des altérations de l'humeur, des maux de tête, des troubles de la concentration et de la mémoire. Dans la salle, je peux vous garantir que vous faites tous au moins 1, 2, 3, 4 apnées. On va dire que c'est physiologiquement normal. Mais il peut y avoir des personnes qui vont en faire plus. Et on a des critères de classification de la sévérité. Et on va se baser sur ce que l'on appelle l'IAH. En médecine du sommeil, l'IAH, c'est l'index d'apnée-hypopnée. Pour faire simple, on va compter le nombre d'événements apnéiques et hypopnéiques sur l'ensemble de la nuit, et on va le diviser par le nombre d'heures de sommeil. Si vous faites entre 5 et 15 événements par heure de sommeil, alors on considère que c'est de l'apnée légère. Entre 15 et 30 de l'apnée modérée, et au-delà de 30 par heure, on va considérer que c'est de l'apnée sévère. Et puis, dans la classification, on se repose aussi sur des symptômes. On sait aujourd'hui que si vous avez des formes modérées d'apnée du sommeil selon l'IAH, mais que vous avez également des symptômes de somnolence, une fatigue excessive, eh bien, vous aurez probablement plus besoin d'un traitement qu'une personne qui n'a pas de symptômes. Donc, on ne peut pas dire que sur la base de cet IAH, on va pouvoir traiter telle personne ou telle personne. Il y a aussi à prendre en compte ce que l'on appelle la symptomatologie. Lorsque l'on fait un enregistrement du sommeil, et je vous montrerai par la suite à quoi ça ressemble, en tout cas, on obtient ce type de données, ce que l'on appelle un hypnogramme. Je vous propose que dans un premier temps, on se concentre sur la partie haute, puisqu'on a 2 hypnogrammes en réalité. Et le premier hypnogramme est l'hypnogramme d'un sujet normal. Je vous explique assez rapidement comment il fonctionne. L'hypnogramme, en fait, ça représente votre qualité de sommeil objective qui a été enregistrée grâce à des électrodes au cours de la nuit. Il faut s'imaginer que ces escaliers représentent la profondeur du sommeil. Plus vous allez descendre, plus votre sommeil va être profond. Vous voyez qu'en première partie de nuit, on a un sommeil qui est relativement profond et qu'en deuxième partie de nuit, notre sommeil il est moins profond. Ça, c'est plutôt normal. La deuxième chose que l'on peut discuter, c'est ce que l'on appelle le REM en anglais. En français, on parle de sommeil paradoxal. Vous en avez peut-être probablement déjà entendu parler. On l'associe au rêve, ce stade de sommeil. C'est un sommeil qui est plus prédominant en deuxième partie de nuit. Vous le voyez ici en rouge. On le voit plus que dans la première partie de nuit. Et c'est un sommeil qui est également régénérateur pour l'organisme dont on a besoin.
En tous les cas, normalement, un sujet normal, on est censé voir des cycles du sommeil apparents, avec un sommeil qui devient de plus en plus profond, puis on passe à du sommeil paradoxal, et on repasse sur un deuxième cycle du sommeil avec du sommeil profond, et on revient vers du sommeil paradoxal. Et on peut avoir une succession de cycles au cours de la nuit. Ça, c'est la normalité. Chez un patient qui souffre d'apnée du sommeil sévère, vous voyez que ici, typiquement, on n'a quasiment pas de sommeil lent profond, et on n'a non plus pas de sommeil paradoxal. Donc on est dans le cas plus extrême. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on a une succession de pics ici. Et ces pics, ils représentent ce que l'on appelle des micro-éveils. Ces micro-éveils, en fait, au niveau du cerveau, on va voir des réveils qui vont durer entre 3 et 15 secondes, dont vous ne vous rappellerez pas forcément le lendemain, mais qui sont déjà associés à un réveil de l'organisme qui va repartir ensuite sur un sommeil plus léger. On ne repart pas directement sur un sommeil profond. Donc en fait, finalement, on va déstructurer son sommeil. On va avoir un sommeil beaucoup moins bien structuré qu'il n'était à l'origine. Avec nos enregistrements, on est aussi capable de sortir des courbes de ce type-là. Alors je vais vous expliquer assez rapidement. La première courbe en haut, en bleu, c'est le ronflement. On vous met un micro, on est capable d'avoir le ronflement. Vous voyez que l'on ne ronfle pas lorsque l'on fait une apnée. L'apnée, c'est représenté ici par les rectangles orange au niveau du flux d'air. Vous voyez qu'on a un arrêt de la respiration, une reprise ventilatoire, un arrêt de la respiration, une reprise ventilatoire. Ici, on est sur une salve d'apnée du sommeil, des apnées qui se succèdent. C'est assez caractéristique, assez fréquent. Vous voyez ici que finalement, on a plus de temps d'arrêt que de reprise ventilatoire, puisque la reprise ventilatoire dure une quinzaine, vingtaine de secondes, et les temps d'arrêt ici sont de 40 à 60 secondes. Vous voyez qu'est-ce qui se passe également sur les rectangles verts, on a ce que l'on appelle la saturation en oxygène, le taux d'oxygène dans le sang. Je vous le disais, forcément, lorsque l'on arrête de respirer, notre sang est moins oxygéné, et une saturation en oxygène qui, normalement, au repos, chez chacun de vous est au-dessus de 95%, eh bien, vous voyez que la nuit, elle peut descendre jusqu'à 70% dans les formes sévères d'apnée du sommeil. Et vous voyez également au niveau du cœur eh bien, qu'il y a des variations assez importantes de la fréquence cardiaque qui témoignent justement de ce stress répété tout au long de la nuit. Donc les conséquences de cette apnée du sommeil, elles sont principalement de deux types. Ce que l'on appelle la fragmentation du sommeil, et ça c'est ce que je vous ai montré avec mon hypnogramme et la déstructuration, qui va provoquer une somnolence diurne, une baisse de la qualité de vie et une augmentation des accidents de la route. Et puis il y a ce que l'on appelle l'hypoxémie, c'est-à-dire cette charge hypoxique, ce manque d'oxygène tout au long de la nuit, et les réveils répétés qui vont également augmenter la fréquence de l'hypertension, des troubles du rythme cardiaque, des AVC ou de l'insuffisance cardiaque. Vous avez ici un tableau qui recense le risque d'événements si vous souffrez d'apnée du sommeil. Ce que l'on voit ici, c'est qu'une personne qui a de l'apnée du sommeil a un risque d'accident de la route qui est multiplié par 7 par rapport à une personne qui ne fait pas d'apnée du sommeil. On parle ici d'une personne non traitée pour l'apnée du sommeil. Ça augmente également le nombre d'accidents professionnels. Ça augmente l'hypertension, je vous le disais, par près de 3, l'incidence de l'hypertension, c'est-à-dire le développement d'une nouvelle hypertension dans les 5 ans à venir. Et on augmente également par 2 le risque d'accident vasculaire cérébral chez une personne souffrant d'apnée du sommeil par rapport à une personne qui n'en souffre pas. C'est aussi progressif en fonction de la sévérité de l'apnée. Je vous ai expliqué les catégories tout à l'heure d'apnée du sommeil. Je suis désolé, mon graphique est ici en anglais, mais qu'est-ce que l'on peut voir sur ce graphique? On a l'évolution d'une cohorte qui est suivie pendant 15 ans en abscisse, et en ordonnée, on a le cumul d'incidence, c'est-à-dire de développement de l'hypertension.
En noir, en bas, vous avez les personnes qui ne souffrent pas d'apnée du sommeil. Elles vont quand même pouvoir développer de l'hypertension. Malheureusement, l'hypertension n'est pas seulement liée à l'apnée du sommeil. Mais vous voyez que des formes légères, modérées et sévères sont au fur et à mesure plus à risque de développer de l'hypertension. Ça illustre ce que je viens de vous expliquer. Il y a des facteurs de risque qui expliquent cette hypertension et également cette apnée du sommeil, pardon. Des facteurs de risque qui sont quand même plutôt bien identifiés. Et le principal, le premier auquel on pense, c'est le surpoids. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est le premier critère qui explique l'apnée du sommeil. Mais ce n'est pas le seul. On peut avoir des personnes qui ne sont pas en surpoids qui vont également souffrir d'apnée du sommeil. Les femmes sont moins touchées que les hommes, globalement. Et lorsqu'elles sont plus touchées, c'est après la ménopause, parce qu'il y a des modifications hormonales qui font qu'elles vont être plus sensibles à l'apnée du sommeil après la ménopause. On sait aussi que chez les jeunes, l'apnée du sommeil existe, mais qu'elle est beaucoup moins fréquente, et que la prévalence augmente avec l'âge, avec une augmentation vers 40 ans et un pic vers 50-60 ans. L'hypertension est un facteur de risque d'apnée du sommeil. Il peut y avoir également des antécédents familiaux qui peuvent expliquer l'apnée du sommeil. Donc malheureusement, on les subit, on n'en est pas totalement responsable. Mais il y a quand même beaucoup de facteurs de risque modifiables, comme l'alcool, le tabac, les sédatifs. Et il peut y avoir des anomalies ORL au niveau de la structure de notre pharynx, au niveau de nos voies aériennes, au niveau de nos amygdales, par exemple, qui peuvent être assez prédominantes et qui peuvent gêner le flux d'air. Maintenant que l'on a dressé un tableau relativement noir, on va essayer de voir quel test diagnostique on peut faire et puis comment on peut traiter ces apnées du sommeil. Le test diagnostique, le premier que l'on fait en général, c'est un questionnaire. Un questionnaire de risque qui va nous permettre de dire vous n'êtes pas à risque, vous êtes à risque faible, modéré ou sévère d'apnée du sommeil. Et puis derrière, en fonction du niveau de risque, eh bien, on peut recommander de faire un enregistrement du sommeil de deux types, soit une polygraphie respiratoire, soit une polysomnographie. Si on commence par le questionnaire actuellement le plus utilisé, c'est ce que l'on appelle le questionnaire NOSAS. Ce questionnaire NOSAS, il comprend différents critères qui, encore une fois, sont en anglais. Aujourd'hui, je vous fais également travailler votre anglais. Le premier, c'est le tour de cou. Le tour de cou est un critère de sévérité. Plus vous avez un cou qui va être large, plus vous allez être à risque d'apnée du sommeil. Les hommes, souvent, vous connaissez votre tour de cou parce que quand vous achetez une chemise, eh bien, parfois, on vous demande votre tour de cou. Deuxième critère, c'est l'obésité, j'en ai parlé. Le fait d'être déjà en surpoids augmente le risque, mais si en plus on a de l'obésité, alors le risque est encore plus important. Le renflement auto-rapporté est également un facteur de risque, je vous le disais. L'âge, au-delà de 55 ans, on estime qu'on franchit un cap supplémentaire dans l'augmentation du risque. Et puis si on a un homme. Donc vous voyez que déjà, si on a un homme âgé de plus de 55 ans, on augmente déjà le risque. Et si on a un score supérieur à 8, eh bien on a une forte probabilité d'apnée du sommeil. Si cette probabilité d'apnée du sommeil est forte, alors on réalise une polygraphie respiratoire qui va nous permettre d'enregistrer notre flux nasal. Vous voyez que cette personne, elle porte ce que l'on appelle une lunette nasale qui va enregistrer les débits d'air inspirés et expirés tout au long de la nuit. On a également des ceintures qui vont permettre d'enregistrer les mouvements respiratoires et un boîtier également qui va enregistrer tout cela. Ce boîtier, il est également relié à ce que l'on appelle un oxymètre de pouls qui va venir enregistrer votre taux d'oxygène dans le sang. Ça, c'est la version allégée qui peut être faite à domicile. Et puis, il y a la version qu'on appelle l'artillerie lourde. Ça, c'est l'examen de référence. C'est ce que l'on appelle la polysomnographie. Cette polysomnographie, elle va inclure d'autres capteurs, en plus des capteurs que je viens de vous présenter précédemment. Et elle inclut en particulier ce que l'on appelle l'électroencéphalogramme, l'EEG. Cet EEG, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir votre structure du sommeil. Savoir si réellement vous dormez ou pas. Tout à l'heure, je vous ai montré un hypnogramme. Cet hypnogramme, il est obtenu grâce à cet EEG.
mais il est également obtenu grâce à d'autres informations, comme des électrodes que l'on place au niveau des yeux, qu'on appelle l'électro-oculogramme. Et on a également des électrodes qui vont enregistrer l'activité des muscles au niveau du menton et au niveau des jambes, parce que certaines personnes peuvent souffrir d'autres troubles du sommeil, comme des mouvements de jambes répétés au cours de la nuit. Donc vous voyez, cet enregistrement, le plus souvent, il est fait à l'hôpital, mais il peut également être fait à la maison. Par exemple, au CHU de Saint-Étienne, on propose de le faire en ambulatoire, cet examen. Mais ce n'est pas si fréquent que cela. Beaucoup d'hôpitaux le proposent en hospitalier, cet examen. Et à l'issue, je vous ai déjà montré des courbes tout à l'heure, mais voilà un petit peu le type d'information que l'on peut avoir. Ici, vous avez un exemple d'une page de polysomnographie avec beaucoup d'informations. Et encore, je ne vous montre pas toutes les informations. On pourrait se concentrer spécifiquement sur l'EEG qui nous permet de caractériser notre sommeil. Ici, on a plus un aperçu des événements respiratoires. Vous voyez qu'ici, on est chez une personne qui fait des hypopnées. On a une réduction du débit d'air par rapport à la normale, représentée en jaune, 5 hypopnées, avec des modifications sur nos mouvements respiratoires au niveau de l'abdomen et du thorax. Et en haut à droite, l'hypnogramme dont je vous parlais tout à l'heure. Cet enregistrement, la polysomnographie, il faut savoir que c'est un examen qui demande du temps pour être lu par un technicien qualifié ou un médecin du sommeil. Il faut compter environ 2 heures d'analyse pour une nuit de sommeil. Parce que on va d'abord évaluer la qualité du sommeil objective en regardant page par page de 30 secondes. Donc 30 secondes par 30 secondes tout au long de la nuit. Puis on va revenir avec les événements respiratoires que l'on va coter cette fois par période de 5 minutes par 5 minutes sur l'ensemble de la nuit. Et derrière, on peut mettre en place un traitement pour les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, en particulier pour les formes sévères. Vous avez dû tous entendre parler de cette PPC, pression positive continue. L'appareil qui est représenté sur l'image ici en bas à gauche, qui consiste en un appareil relié à un masque par un tuyau qui va envoyer de l'air sous pression. Pour faire simple, cet air sous pression va permettre de réouvrir les voies aériennes supérieures. En 2018, c'était 1 million de personnes traitées. En 2024, c'est 1,8 million de Français traités en France. Ça représente que la partie immergée de l'iceberg, mais probablement que l'on arrive quand même de plus en plus à traiter de plus en plus de monde. De plus en plus de médecins se sont formés à la médecine du sommeil. Et on est beaucoup plus sensibilisé chez des personnes avec des profils à risque pour au moins les diagnostiquer. La contrainte de cet enregistrement, c'est que de cette PPC, c'est que ça doit être porté toutes les nuits pour être efficace. Si vous ne le portez pas une nuit, du coup, il n'y a plus de bénéfice sur vos voies aériennes supérieures. Et on sait que c'est un traitement qui est contraignant, qui est lourd, qui peut être bruyant ou inconfortable. Bruyant particulièrement s'il y a des mauvais réglages, parce que normalement, on a fait d'énormes progrès dessus. Et on sait que 15% refusent le traitement d'entrée et qu'il y a 35% de perte d'adhérence à 1 an. Donc cette adhérence, c'est problématique et il y a besoin de trouver d'autres traitements. Parmi ces autres traitements, on a l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est ce que l'on appelle le traitement de deuxième intention. On le privilégie pour les formes modérées, mais dans les formes sévères, chez les patients qui n'ont pas toléré la PPC, on peut leur proposer cette orthèse. Cette orthèse, elle est représentée ici à gauche. C'est un petit peu comme un dentier de boxeur ou de rugbyman. Sauf qu'il y a un système de biellettes qui relie la partie haute et basse et qui va forcer l'avancée de la mandibule inférieure. Et en forçant cette avancée de mandibule inférieure, ça va permettre d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc c'est très mécanique finalement. Et on a une adhérence qui est un peu meilleure à la PPC, mais quand même, ça peut rester inconfortable. Encore une fois, certaines personnes vont très bien le tolérer, d'autres vont mal le tolérer, et on sait qu'il y a des différences interindividuelles par rapport à ça. Il peut y avoir de potentiels effets indésirables à long terme sur les dents, mais globalement, quand même, la tendance est plutôt à dire que ce traitement, il est sûr. Là-dessus, maintenant, on commence à avoir pas mal d'années de suivi. Et, par contre, ça demande un suivi régulier et le besoin de refaire cette orthèse
au bout d'un certain nombre d'années. Dans les alternatives thérapeutiques, il y a aussi la rééducation oropharyngée. L'idée, c'est de se dire que l'on a un dysfonctionnement au niveau de ces voies aériennes supérieures et que ce dysfonctionnement, peut-être qu'on peut le réentraîner comme on entraîne nos muscles. Et bien là, on va entraîner nos muscles de manière ciblée au niveau de la bouche, de la langue, avec des exercices spécifiques, ou alors avec des instruments avant, comme le didgeridoo. Ça fonctionne. On ne guérit pas toutes les apnées, mais on arrive à réduire la sévérité des apnées avec ce type de traitement. Vous avez ici un patient qui fait différents exercices dans le cadre d'un protocole de recherche. D'abord un brossage de dents pour travailler la sensibilité de la langue. Et puis après, il y aura des exercices un peu plus spécifiques de mobilité de la langue, à répéter tous les jours, par contre, pour que ce soit efficace et pas à réaliser une seule fois. Mais on arrive à obtenir des bénéfices sur la sévérité de l'apnée du sommeil grâce à ce type de thérapie. De plus en plus de kinésithérapeutes ou d'orthophonistes se forment à ce type de thérapie alternative aujourd'hui en France pour proposer ce type de traitement. Il y a ce que l'on appelle les remèdes de grand-mère aussi, mais qui sont aussi parfois proposés. Parce que je vous ai dit que l'apnée du sommeil était très fréquente en position dorsale et on a des personnes qui vont faire des apnées seulement sur le dos et pas dans les autres positions. D'autres personnes feront aussi des apnées sur le côté ou sur le ventre. Mais lorsque vous faites des apnées seulement sur le dos, parfois on peut proposer une thérapie positionnelle et il existe différents types de traitements. Historiquement, on demandait à mamie de coudre une balle de tennis dans le dos, du pyjama du papy pour éviter qu'il se mette en position dorsale. Depuis, on a développé des dispositifs qui sont un peu plus gênants et des dispositifs un peu plus modernes, comme vous le voyez à droite, où en fait on a un capteur qui est capable de détecter la position. Et si vous vous mettez sur le dos, il va se mettre à vibrer. La vibration est inconfortable, vous vous tournez sur le côté. Et puis, si vous suivez un petit peu l'actualité dans les journaux, dans le Progrès, vous avez pu peut-être voir récemment qu'il y avait une nouvelle forme de traitement qui était mise en place à Saint-Étienne, qui existe déjà depuis une petite dizaine d'années, mais qui n'est pas la forme de traitement la plus fréquente, parce que ça reste de la chirurgie qui est assez lourde. L'idée, en fait, c'est de venir détecter des pauses respiratoires avec un capteur implanté, et venir stimuler un nerf, le nerf hypoglosse, qui va venir ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc ça fonctionne la nuit, ça fonctionne plutôt pas mal, mais ça reste un acte chirurgical et on n'a pas encore non plus un suivi très long sur ce type de traitement. Mais vous voyez que lorsque l'on stimule, vous voyez un peu le mouvement de la langue chez cette dame, on a vraiment un mouvement de protrusion de la langue en avant qui va permettre d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Encore une fois, ça peut provoquer aussi de l'inconfort et une gêne, et pas toujours être bien toléré par les personnes. Dernière forme ou traitement de l'apnée du sommeil, celui que j'encourage et qui vient dans la continuité de la conférence que vous avez eue précédemment, c'est l'activité physique. L'activité physique, vous le savez, ça a 1001 vertus pour différentes maladies chroniques, mais ça fonctionne également sur l'apnée du sommeil. Ici, vous avez un travail que j'avais réalisé pendant ma thèse, quand j'ai fait mon doctorat à Saint-Étienne, ici, où j'investiguais justement l'effet d'un programme d'activité physique sur le traitement de l'apnée du sommeil dans ses formes modérées. Donc nous avions un groupe de patients qui réalisaient 3 activités physiques par semaine avec la FFEPGV. Ils réalisaient de la gymnastique, ils réalisaient de la marche nordique et de l'aquagym. 3 fois 1 heure par semaine pendant 9 mois, qui correspondait à une année associative, et un groupe contrôle qui suivait seulement des recommandations en activité physique. En orange, à l'inclusion, toutes les personnes avaient des formes modérées d'apnée du sommeil qui sont représentées en orange, je vous le disais. Et puis après 9 mois de suivi, eh bien, dans notre groupe actif,
ici, vous voyez qu'il y avait 58% des patients initiaux qui avaient basculé dans une forme légère d'apnée du sommeil, qui avaient réduit leur sévérité d'apnée. Ce n'est pas miraculeux. Il y a certaines personnes qui avaient basculé dans une forme sévère d'apnée du sommeil, mais dans une proportion qui était quand même moindre par rapport aux personnes qui suivaient seulement des recommandations d'activité physique. Vous voyez que chez elles, seulement 20% s'étaient améliorés spontanément. Probablement qu'elles avaient bien écouté les conseils d'activité physique. Mais en tout cas, c'est assez encourageant de se dire que dans des formes modérées, légères à modérées, pour lesquelles un traitement par PPC n'est pas encore recommandé, peut-être qu'il est intéressant de proposer un programme d'activité physique en prévention pour éviter de basculer vers des formes sévères d'apnée du sommeil. Et c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, effectivement, cette activité physique dans l'apnée du sommeil. Et pour finir, je vous présente ici les résultats de ce que l'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de toutes les études qui se sont intéressées aux effets de l'activité physique sur l'apnée du sommeil. Cette méta-analyse, elle met en avant le fait que il faudrait pratiquer entre 90 et 100 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine pour avoir un bénéfice optimal sur l'apnée du sommeil. Et ce bénéfice optimal, on l'estime à une réduction de 11 événements par heure de sommeil en moyenne. Mais ce n'est pas négligeable. Je vous le disais, quand on parlait du traitement de la PPC, de la pression positive continue, ce n'est pas un traitement curatif. Ça fonctionne quand vous le portez. Si vous ne le portez plus, ça ne fonctionne pas. L'idée de ce traitement par l'activité physique, c'est d'avoir des bénéfices à long terme avec une thérapie sans aucun effet secondaire. Donc, le message, c'est que l'activité physique devrait faire partie de la prise en charge de l'apnée du sommeil, que l'on appelle SAOS, quelle que soit sa sévérité. Les messages que je souhaite que vous reteniez à l'issue de cette conférence sont que l'apnée du sommeil est très fréquente, et particulièrement chez les plus de 40 ans. Les apnées non traitées ne sont pas sans conséquences sur la santé. Il existe différents traitements pour traiter l'apnée du sommeil. Parmi ceux-ci, on a vu que la PPC était le traitement de référence des formes sévères d'apnée du sommeil. C'est un traitement qui fonctionne très bien, qui est efficace, mais qui n'est pas toujours très bien toléré. Et il est donc important de développer d'autres thérapies alternatives. Et parmi ces autres thérapies qui montrent des résultats intéressants, il y a les thérapies myofonctionnelles que je vous ai décrites, qui peuvent être réalisées par des kinésithérapeutes ou des orthophonistes. Et il y a aussi la pratique d'une activité physique régulière qui permet de réduire la sévérité ou même la survenue d'apnée du sommeil. Je vous remercie de votre attention. Oui. Attendez, je crois qu'il faut le micro pour qu'on puisse vous entendre ensuite en vidéo. Merci. Est-ce que la PPC, c'est à vie ? Je ne vais pas dire que c'est à vie, mais en tout cas, on est parti pour un bon nombre d'années. Parce qu'on sait qu'il y a peu de chances que l'apnée du sommeil se guérisse spontanément. Et l'une des choses dont je vous ai parlé, des facteurs de risque, c'était le surpoids. Et l'une des raisons chez une personne en surpoids qui pourrait expliquer une diminution de l'apnée du sommeil dans le temps, c'est de perdre du poids. Ça, c'est démontré. Si vous perdez 10% de poids, vous diminuez aussi la sévérité de vos apnées du sommeil. Mais chez une personne comme vous, par exemple, plutôt fine, on est plutôt sur quelque chose d'anatomique et il y a peu de chances que ça évolue dans le temps, en tout cas pas spontanément. Mais en tout cas, pour dire qu'une personne mince peut souffrir d'apnée du sommeil, et souvent quand même le traitement est à très long terme de l'apnée du sommeil par PPC. On peut proposer un bilan au bout de 4-5 ans pour voir où on en est, mais dans 9 cas sur 10, on retrouvera toujours de l'apnée du sommeil. Merci.
Moi, je veux simplement signaler que j'ai fait partie de votre cohorte de 2017-2018, où j'avais, je crois, 35 apnées, et vous m'avez soigné, carrément, c'est terminé. Donc je continue l'activité physique, telle que vous l'avez décrite, c'est-à-dire 1 heure de gym le mardi, de la marche nordique et la gym aquatique. Et en plus, je bouge beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, ça fait toujours plaisir de voir des messages de ce type-là, parce que ben voilà, même s'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui peuvent bénéficier de ce traitement-là et qui en sentent un bénéfice à long terme, c'est toujours très encourageant pour nous. Et c'est ce qui valorise aussi notre travail de recherche au quotidien. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis aussi convaincue par vos préconisations, parce que je les ai faites et je dois dire que ça marche pas mal. Je n'ai pas du tout supporté le PPC, là, je ne sais pas comment on dit. Et vraiment, l'activité physique, les exercices de la langue, vraiment tous les jours, je dois dire que j'ai quand même une petite question par rapport aux jambes. Sur un graphique tout à l'heure, donc il y avait le problème qui, de temps en temps, se réveille la nuit, et vous savez, ça vous oblige à bouger. C'est lié à l'apnée, ou pas? Non. Allez. Normalement, les mouvements de jambes ne sont pas liés directement à l'apnée du sommeil. C'est un autre trouble lié au sommeil, mais avec d'autres origines au niveau du cerveau. Et pour le coup, on n'a pas d'idée du lien et du bénéfice de l'activité physique sur ces mouvements de jambes, par contre. Mais ça peut être assez intempestif, assez gênant également, une sensation un peu d'impatience. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui souffrent le plus de ces mouvements de jambes nocturnes sont des personnes qui souffrent d'un syndrome des jambes sans repos au cours de la journée, ce besoin de bouger de manière incessante au cours de la journée. Bonjour. Comment vous expliquez l'effet de l'activité physique pour que ça améliore Très bonne question. Alors pour l'instant, on est sur des hypothèses parce qu'on n'arrive pas encore tout à investiguer. Nos premières hypothèses, c'est une amélioration du tonus musculaire au niveau des voies aériennes, parce que lorsque vous faites une activité physique, vous allez hyperventiler, vous allez mieux respirer, et peut-être que ça va améliorer le contrôle respiratoire au cours de la nuit. Mais c'est une hypothèse et c'est assez invasif à mesurer, donc c'est pas si évident que ça. L'hypothèse principale, c'est sur ce que l'on appelle la masse grasse au niveau des voies aériennes supérieures, parce que on a parlé de la masse grasse en général, mais ce que l'on sait, c'est qu'on peut réduire la sévérité de ces apnées du sommeil sans perdre du poids, juste par l'activité physique. Donc ce n'est pas que la perte de poids qui va expliquer cette réduction de la sévérité, mais une des causes, ça peut être peut-être une perte de poids localisée, ou en tout cas de masse grasse localisée au niveau des voies aériennes supérieures. Et ça, c'est jamais encore été investigué parce que, toujours pareil, ça demande des examens qui sont coûteux, c'est notamment des IRM qui permettent de mesurer de manière précise la masse grasse au niveau des voies aériennes supérieures, mais c'est des choses qu'on aimerait faire à l'avenir pour en savoir plus. Et la dernière explication, eh bien, c'est lorsque vous êtes au repos, vous avez une stase veineuse, c'est-à-dire que vous avez des fluides qui vont rester principalement au niveau des membres inférieurs. Et on peut schématiser ça un petit peu comme une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, quand vous allez la coucher, qu'est-ce qui va se passer? Les fluides ils vont remonter au niveau des voies aériennes. Et c'est un petit peu ce qui peut se passer dans l'apnée du sommeil. Et il y a des hypothèses qui disent que, eh bien, il y aurait une meilleure distribution de ces fluides-là, moins de stase veineuse, et donc moins d'obstruction nocturne liée à cette stase au cours de la journée. Oui. Est-ce qu'en restant un peu assis, ça supprime l'apnée? Enfin, ça dépend si on est tout à plat ou bien un petit peu... La position dans le lit, vous voulez dire? Oui. Alors la position assise, déjà, c'est pas la position qui va être la plus reposante pour une nuit de sommeil. Mais oui, je vous le disais que la position sur le côté chez certaines personnes pouvait réduire l'apnée du sommeil. Donc effectivement, qu'en fonction de la position que vous allez avoir, vous allez peut-être potentiellement pouvoir soit réduire, soit accentuer l'apnée du sommeil. Mais le fait de dormir assis, en tout cas à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est recommandé et qui... Oui, en demi-assis, je vois ce que vous voulez dire, oui. Mais
En tous les cas, on aura quand même, en théorie, un mouvement de la langue en arrière, même s'il n'est pas aussi prononcé qu'en position dorsale, on s'attend quand même à avoir une obstruction, même en position assise, semi-assise. Merci beaucoup. Je pense que... Merci. Merci à vous. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, set it on faster than ever. If I ever lose, set it on bigger and better. Hitting all the goals that come bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum.